Oui, bonjour à tous. Juste pour confirmer que vous m'entendez bien, est-ce qu'il est possible d'envoyer un message via le chat? Parce que la dernière fois, il y avait eu un problème, donc je préfère m'assurer que vous m'entendez. Donc si quelqu'un pouvait m'envoyer juste un petit message via le chat pour me dire que c'est bon. Est-ce que tout le monde m'entend ou pas? Ok, super. Apparemment c'est bon. Merci pour la personne qui a confirmé. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter notre solution NAC. Plus Policy Secure et puis également notre solution Plus Profiler. Pour ceux qui étaient au précédent webinar, je vous avais présenté à travers un tableau blanc les différentes solutions et nos différentes briques. Et aujourd'hui, on va se consacrer donc à la partie NAC, Plus Policy Secure et Plus Profiler. Donc aujourd'hui, voici les points que je vais vous présenter tout au long de ce webinaire. Donc la gestion des politiques d'accès et la centralisation des accès, des politiques d'accès au réseau et également aux équipements réseau, puisqu'on est capable également bientôt de faire du TACAX. Donc avec le Radius et le TACAX, vous pourrez également gérer et contrôler les accès à vos périphériques réseau, notamment. La partie Pulse Profiler qui va vous permettre d'avoir plus de visibilité et vous donner plus d'informations sur les périphériques qui sont connectés au réseau, donc de contrôler de façon plus granulaire les accès de ces périphériques-là, notamment les périphériques qui ne sont pas capables de faire de 802.11. C'est important d'avoir un composant qui permette de découvrir les différents périphériques qu'il y a sur votre réseau. L'intégration avec les solutions de MDM, très important aussi pour gérer les accès des périphériques mobiles, mais également les différentes solutions. Alors, quand vous avez un MDM, forcément, vous pouvez provisionner la configuration Wi-Fi en général, mais on a également une autre solution qui permet de faire de l'onboarding en fait et de délivrer une configuration minimum, par exemple pour des problématiques de BYOD. Pour accéder au réseau d'entreprise. La partie contrôle d'intégrité du poste, donc ça c'est exactement le même composant qui permet de vérifier l'intégrité du poste donc que sur nos solutions VPN SSL, avec quelques différences qu'on verra par la suite. La partie gestion des invités. Donc on propose également une solution embarquée de gestion des invités. On n'est pas un portail captif, mais on est capable donc à travers l'infrastructure Wi-Fi et filaire de rediriger les requêtes sur notre portail afin d'authentifier donc les visiteurs. Ou alors ça peut être également des prestataires de services pour accéder au LAN. La partie contrôle d'accès, donc là où on verra les différents types de contrôle d'accès qu'on propose pour contrôler l'accès au réseau Wi-Fi et au réseau filaire. Et enfin l'intégration avec toutes les briques, les solutions de sécurité environnantes, mais également la partie la compatibilité avec les autres constructeurs. On n'est pas fermé à nos solutions, on reste ouvert, on est bien au courant qu'il faut rester ouvert puisque les clients n'ont pas forcément une solution unique et donc il faut s'intégrer avec les solutions qu'a le client. Avant de commencer dans le détail, je voulais rappeler le scénario de connexion. Donc vraiment high level, je ferai une présentation. J'ai en fait déterminé des use cases qu'on retrouve le plus souvent en entreprise pour expliquer précisément les mécanismes d'authentification et de contrôle d'accès
pour les différents use cases. Donc nous, on reprend la philosophie du VPN SSL et quand l'utilisateur donc va se déplacer, donc il était connecté à distance grâce au client Pulse, il va se déplacer en entreprise, donc il va connecter son poste au réseau filaire ou Wi-Fi. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser des mécanismes que je détaillerai tout à l'heure, mais le contrôleur Wi-Fi ou le commutateur va relayer cette information. Donc, on va pouvoir faire passer des informations d'authentification, mais également du contrôle de conformité si on a le client Pulse. Et ce qui va nous permettre donc déjà d'authentifier l'utilisateur sur un annuaire interne ou un IDaaS, donc une identité de service. On peut très bien authentifier l'utilisateur via de l'Azure AD par exemple, ou des solutions SAML. La faculté également, comme je vous ai dit, de s'intégrer avec des MDM, donc pour pouvoir aller interroger les différentes solutions de MDM, qui va permettre d'avoir des informations plus précises sur les périphériques mobiles. Et une fois qu'on a authentifié donc l'utilisateur et qu'on a, on va dire, récupéré toutes ces informations, et en fait, on va appeler ça des critères d'autorisation, que ce soit des attributs dans le MDM, des attributs qu'on a récupérés de l'annuaire, donc par exemple le groupe d'appartenance, ou si on s'est authentifié par certificat, des attributs de certificat. On va récupérer toutes ces informations-là et ça va nous permettre d'associer en fait l'utilisateur à un rôle. Et ce rôle-là va déterminer. Alors, si on était dans le monde du VPN SSL, ça serait un ensemble de ressources, mais là on est dans le contrôle d'accès au réseau interne. Et donc là, c'est plus un retour d'attribut radius. Donc, toutes ces informations vont nous permettre d'assigner un rôle en fonction de l'intégrité du poste, de l'appartenance à un groupe, par exemple. Et ce rôle-là va permettre de répondre donc à la demande initiale du commutateur ou du contrôleur Wi-Fi avec des attributs radius. Alors, en général, c'est un ID de VLAN. Ce qui va nous permettre de positionner le device dans un VLAN. En général, le VLAN, la terminaison, c'est le firewall, donc c'est filtré par un firewall. On va également pouvoir, donc là c'était toute la partie L2 Enforcement, contrôle d'accès avec les mécanismes de 802.1x que je détaillerai tout à l'heure et Radius. On va également avoir la possibilité de donner des informations sur l'identité de l'utilisateur. Donc c'est vrai que les firewalls aujourd'hui embarquent des composants ou des fonctionnalités d'identity awareness, et on va en fait se servir de cette brique pour pouvoir transmettre au firewall les informations d'identité de l'utilisateur, donc adresse IP, nom d'utilisateur, et le rôle. Et en fait, on va pouvoir activer et faire varier dynamiquement en fonction de toutes les informations que je vous ai dit tout à l'heure, donc le contrôle de conformité et puis les informations de MDM, faire varier dynamiquement les règles de filtrage qu'on applique à ces devices. On a également une brique plus profiler, donc ça peut être embarqué dans la solution NAC ou être à part, et ça permet d'avoir une visibilité, donc de découvrir les périphériques sur le réseau à travers différents mécanismes que je vous expliquerai par la suite. Donc ça constitue une base d'assets. C'est plus facile quand même de sécuriser les accès au réseau interne si on sait ce qu'on a sur son réseau. Ça va permettre également d'avoir plus d'informations sur les devices qui sont connectés au réseau. Donc ça rajoute encore des critères supplémentaires au niveau autorisation. Et ça va surtout permettre de gérer les périphériques qui ne sont pas capables de faire du 802.1x. Donc comme on parle d'IoT aujourd'hui, mais bon, tous les objets connectés, les caméras, les imprimantes, il y a certains périphériques qui ne savent pas faire de 802.1x. On va être capable de les profiler et donc de les catégoriser dans une catégorie imprimante ou caméra. Et ça va nous permettre de leur assigner
un VLAN spécifique et de leur appliquer une règle de filtrage spécifique, des règles ou une politique de filtrage spécifique. Et enfin, une fonctionnalité assez récente qui permet en fait d'exploiter les autres solutions de sécurité et donc de récupérer des événements de sécurité. Donc les premières implémentations sont Fortinet et Palo Alto. Donc on va utiliser les informations des IDP IDS embarqués. On va récupérer ces informations-là et ce qui va nous permettre de faire varier également les droits. Donc si par exemple on a je sais pas, un périphérique qui essaye de communiquer avec l'extérieur avec un site de command and control et que l'IDP du firewall a détecté cette communication, on va être capable soit de refuser l'accès ou soit de restreindre l'accès, par exemple déjà en refusant les accès vers l'extérieur pour pas avoir d'exfiltration de données. Et puis limiter les accès vers l'intérieur pour peut-être éviter la propagation d'un malware. Donc en général, on limite on restreint à des parties moins sensibles du réseau et éventuellement on permet la communication avec antivirus, anti-malware, etc. pour essayer de se remettre à jour. Si la faille de sécurité est détectée et qu'on met à jour son antivirus, peut-être que on pourra repasser compliant et à nouveau avoir accès au réseau. Concernant la centralisation, la gestion des politiques, donc j'ai fait un petit schéma qui regroupe en fait le fonctionnement et ça permet de montrer l'analogie, en tout cas avec ceux qui connaissent les solutions VPN SSL. Le scénario de connexion vraiment high level au sein que ce soit du VPN SSL ou de la solution NAC. On va d'abord à la connexion, on va vérifier l'intégrité du poste. On va ensuite pouvoir s'authentifier. Donc si on est compliant, si on n'est pas compliant, on n'ira pas plus loin. On s'authentifie, on a une phase d'autorisation et là en fait c'est vraiment la pierre angulaire, enfin, si je puis dire, c'est vraiment là où tout va se passer puisque on va récupérer les informations de tous les différents serveurs d'authentification, MDM, les attributs de certificats, les attributs Radius, attributs LDAP. Et puis on va également récupérer les informations du profiler et admission control. Ça c'est plutôt quand on est déjà connecté. Et à l'issue de cette phase, nous on se base sur un concept de airbag, donc de role-based access policy, comme je l'ai dit tout à l'heure. On va assigner un rôle qui va donner un ensemble de ressources pour VPN SSL, ou alors qui va déterminer les attributs Radius que je vais renvoyer à mes éléments réseau. Et donc on va avoir la connectivité. Et puis bien entendu, tout au long de cette session, on va pouvoir vérifier de manière fréquente l'intégrité du poste, ce qui va permettre de réévaluer les autorisations et de changer le VLAN, de changer la politique de filtrage qu'on va appliquer au niveau des firewalls. Donc voilà. Pour les puristes, j'ai rajouté également une analogie avec le scénario de connexion à travers un VPN SSL et un NAC. Donc à travers un VPN SSL, donc on se connecte à partir d'un navigateur ou d'un client VPN. On arrive sur des URL de connexion donc, qui sont déterminées par des politiques de signing, donc signing policies. Ces politiques-là sont associées à des royaumes qui fixent en fait comment la manière dont on va s'authentifier et également tout ce qui est politique, stratégie d'accès. Donc, est-ce qu'il y a une politique de contrôle de conformité, peut-être de filtrage par rapport à des IP sources. Et on va déterminer le serveur d'authentification, le serveur d'autorisation s'il est différent du serveur d'authentification, et également si on se sert d'un MDM ou d'un profiler pour récupérer d'autres informations sur le périphérique qui s'est connecté. Par contre, on est capable également au niveau VPN SSL de récupérer des informations du profiler qui est en interne. Par exemple, pour autoriser la connexion parce que le périphérique a déjà été découvert en interne et il a été approuvé.
Suite à ça, on a une phase de role mapping. Le role mapping, c'est le fait de récupérer, d'utiliser tous ces attributs qui va nous donner un contexte de connexion et qui va permettre d'assigner un rôle, un ou plusieurs rôles dans le cas du VPN SSL, et qui va permettre à l'utilisateur d'accéder à un certain nombre de ressources. Par rapport à ces rôles, on va, excusez-moi, au niveau des ressources, en général, on fait des templates, donc des profils de ressources qu'on associe à ces rôles, qui déterminent les ressources accessibles. Et puis également, on va fixer, associer les politiques de ressources. Donc, on a déterminé les ressources accessibles, mais également, il faut, on va dire, créer des règles, des politiques d'accès aux ressources, plus ou moins fines. En général, c'est créé automatiquement, mais on peut les affiner par la suite. Si on fait l'analogie avec un scénario de connexion NAC, on va retrouver les mêmes concepts, à la différence que le facteur déclenchant, donc bien entendu, va être soit le client natif ou le client Pulse, ou alors ça va être une authentification par MAC adresse, sinon on n'a pas de client 802.1x. Donc on appelle ça un supplicant au niveau contrôle d'accès, 802.1x. Lorsque le client va se connecter, il va y avoir le périphérique, le commutateur ou le contrôleur Wi-Fi qui va intercepter cette demande, donc qui est lui le client Radius et l'authenticateur, et il va relayer ça à la solution de NAC à travers le protocole Radius. En fonction de la localisation du client Radius, ça c'est un facteur important aussi d'avoir la localisation du client Radius, parce que on n'est pas par exemple, si on est dans un immeuble et qu'on a des étages différents, on va peut-être avoir des VLAN différents. Donc il est important de localiser l'équipement. Cette localisation va donner une méthode d'authentification. Donc on va réutiliser le concept de signing, mais là on va pas forcément l'utiliser en tant que URL d'accès, mais plutôt pour permettre d'associer le client Radius qui appartient à un groupe de localisation à déjà une liste de protocoles EAP distincts, donc autorisés, et également un royaume, ce qui va déterminer, comme le VPN SSL, la manière de s'authentifier. Ensuite vient le role mapping donc on récupère les attributs de la même façon que pour le VPN SSL, et on va assigner un rôle, ce qui va permettre après de créer des règles de retour d'attributs Radius pour assigner un VLAN par exemple, et puis pour déterminer les politiques de filtrage au niveau L3, donc en utilisant les REST API des firewalls pour faire de l'identity awareness, et également faire varier l'assignement des rôles en fonction d'événements de sécurité qu'on reçoit de l'extérieur, donc grâce à la fonctionnalité d'admission control. Par rapport au profiling, donc en fait chez Juniper, il n'y avait pas de profiler et on utilisait une solution tierce qui s'appelle GridB. Depuis l'année dernière, on a développé notre Prod Profiler. Ce profiler, comme je disais tout à l'heure, va permettre d'avoir une visibilité des devices qu'il y a connectés sur son réseau. Donc en local ou en remote, on est capable de profiler, si on est connecté via le VPN SSL, également les périphériques qui sont à distance. Et donc ça va nous permettre de récupérer également plus d'informations et de détecter les comportements anormaux. Alors, on peut détecter les comportements anormaux avec la mission control, mais on peut détecter également avec le profiler. Par exemple, si on détecte un changement de comportement par rapport à l'OS, c'est-à-dire que, par exemple, on a un Linux installé et qu'on se retrouve, ou on va dire un type de Linux installé et qu'on se retrouve avec une autre version de Linux, on va pouvoir prendre des actions parce que c'est pas normal que sur le même périphérique on ait changé d'OS, par exemple. On va pouvoir également contrôler dynamiquement et manuellement les accès, donc interdire ou autoriser les accès
Donc on peut interdire ou autoriser l'accès manuellement, c'est-à-dire qu'au niveau du profiler, vous avez la liste des périphériques qui sont connectés au réseau et on va pouvoir désapprouver la connexion du périphérique. Donc il va être déconnecté du réseau. Dynamiquement, oui, puisque on est capable de faire varier les droits de la même façon en fonction de la compliance. Alors, au niveau compliance profiler, on est assez restreint. On va je vais vous le lister après par rapport aux différentes méthodes de fingerprinting. Mais bien entendu, notre philosophie est d'améliorer le profiler pour récupérer le maximum d'informations sans agent, même si l'agent permet d'avoir plus d'informations, mais également de prendre des actions de rémédiation, ce que ne peut pas faire le profiler. Rémédiation au niveau des solutions de sécurité. Ça, je le détaillerai après. Bien entendu, ça nous permet d'avoir plus de critères d'autorisation. Vraiment, c'est l'objectif du profiler, mais également de l'intégration avec les différentes solutions d'écosystème, donc avec l'écosystème environnant, c'est d'avoir le maximum d'informations sur le device. De gérer, comme je l'ai dit, d'avoir une base de données et de classifier les périphériques pour pouvoir gérer donc des devices qui ne savent pas faire de discernance. Et puis oui, je vous l'ai dit, l'intégration avec le Pulse Connect Secure, on est capable d'utiliser le profiler à distance pour profiler, mais également pour avoir une information supplémentaire. Et donc, par exemple, si le périphérique a été approuvé sur le réseau en interne, de se servir de cette information en plus des autres pour approuver la connexion à distance. Concernant les différents types les différentes méthodes de découverte de périphériques, pour tous les périphériques qui ont un adressage dynamique, on va utiliser le DHCP fingerprinting. Donc on est basé sur une solution OEM qui s'appelle Fingerbank. En fait, c'est une base de données de DHCP, d'empreintes DHCP qui va permettre de catégoriser les devices. Donc on va pouvoir utiliser le DHCP Helper ou alors de faire du AirSpan pour récupérer les requêtes DHCP. Pour tout ce qui est adressage statique, on va pouvoir utiliser les mécanismes de SNMP, donc interroger les contrôleurs Wi-Fi et les switches en SNMP pour récupérer les tables sur ces devices et donc découvrir les périphériques qui sont connectés à ces devices. Depuis peu, on a également rajouté le SSH, donc on est capable d'aller interroger par exemple le firewall Palo Alto pour récupérer des informations sur les devices qui sont connectés sur le firewall. On va pouvoir récupérer des informations à travers du Nmap, donc pour déterminer les ports qui sont ouverts ou sur les UDP, TCP qui sont ouverts sur les différents périphériques. Et puis pour tout ce qui est Mac, Linux et Windows, donc pour Windows, on va utiliser le WMI. On a apporté on est capable d'avoir des informations supplémentaires, donc par exemple sur l'utilisateur qui est connecté, le nom du périphérique, si l'antivirus est actif et à jour, la version d'OS, le niveau de patch. Et puis pour les Windows et Linux, donc pour l'instant excusez-moi, pour Mac et Linux, pour l'instant Mac, Linux va venir. Windows Mac c'est dans la prochaine version, donc on va récupérer en SSH des informations. Donc dans un premier temps, pour l'instant, les informations sur la version d'OS. Vous allez bien entendu être capable de reclassifier les devices. On n'est pas à l'abri qu'un device soit reclassifié, mais également déterminer des règles de classification. Si vous avez un peu si vous avez des devices qui sont un peu exotiques, de créer votre propre politique de classification, ce qui permettra de pas à chaque fois manuellement reclassifier le device et que le device soit classifié automatiquement dans la bonne catégorie, la catégorie de device, mais également la catégorie d'OS. On est également capable de faire du device sponsoring, c'est-à-dire que on va déterminer une catégorie de device et pour cette catégorie-là, l'administrateur réseau ou une personne dédiée dans l'entreprise ou un groupe de personnes va recevoir un mail qui va demander à approuver ce device sur le réseau. Donc on est capable également de sponsorer, d'approuver manuellement un device sur le réseau.
Vous voyez à droite, hein, vous avez des différents dashboards qui vous permettent d'avoir en fait une visibilité des différents OS, catégories de devices. On est capable après d'avoir plus d'informations sur l'ensemble des devices. Donc ça va vous donner la MAC adresse, l'OS et puis toutes les informations DHCP, SNMP, sur quel port c'est connecté. Donc vraiment une visibilité maximum sur les devices connectés sur le réseau. Vous parlez de l'intégration avec le MDM. Donc on peut s'intégrer avec des MDM, AirWatch, Intune, Mobile Iron. Bien entendu notre MDM plus Workspace également. Ce qui va nous permettre de gérer en fait les périphériques mobiles. Sachant que on n'est pas capable de faire de 800 avec le client plus, on va utiliser le client natif, donc on va pas pouvoir. D'ailleurs, si vous regardez au niveau de l'interface d'administration du push policy secure, il n'y a pas de partie mobilité, donc pas d'iOS, pas d'Android. On préfère s'appuyer sur comme pour le VPN SSL d'ailleurs, concernant l'intégrité et puis l'enrôlement. Donc on va pouvoir récupérer des attributs à travers les REST API des solutions MDM. Et là, en général, on va récupérer des attributs comme l'enrôlement, la compliance, puisqu'on peut fixer des politiques de compliance sur les MDM. Et on va vérifier si le device est enrôlé ou compliance. Et en fonction de ça, on va approuver ou pas le device sur le réseau, ou alors le mettre dans un VLAN de quarantaine ou dans un VLAN full access, en fonction de si on l'a enrôlé ou pas, par exemple par rapport à des problématiques de BYOD. Justement, par rapport au BYOD, en général, on a trois solutions. Soit on a un MDM pour gérer les périphériques personnels, c'est très rarement le cas, parce que les utilisateurs ne veulent pas trop installer à part s'ils ont signé un engagement contractuel avec l'entreprise. Pardon, excusez-moi. Donc on va pouvoir soit la première solution, pas de client, pas de MDM, et dans ce cas-là, on va faire de l'authentification par MAC adresse et on va donner un accès très restreint ou interdire l'accès. Mais bon, c'est souvent pour quand même donner un accès restreint au réseau, avec des ressources limitées. La deuxième, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est d'enrôler son périphérique dans un MDM, mais c'est très peu utilisé. Ou alors, on a également des capacités avec une fonctionnalité d'onboarding. Donc, c'est pas de l'enrôlement, c'est simplement, et ça se fait beaucoup, donner vraiment, de provisionner de façon automatique les périphériques pour leur donner donc la configuration minimum pour se connecter de façon sécurisée. Donc, on va leur donner la configuration minimum pour se connecter au Wi-Fi. Donc, peut-être générer un certificat utilisateur pour qu'ils se connectent au Wi-Fi en 801X. Et la configuration Wi-Fi, bien entendu. La configuration VPN également, mais également la configuration email. Donc, on va gérer la délivrance de certificats et puis les configurations minimales pour ce qui est VPN, Wi-Fi et email. Donc, ce qui permet quand même d'avoir vraiment un minimum de configuration pour se connecter de façon sécurisée à l'entreprise. Concernant l'intégrité du poste, donc on utilise le même composant. Donc ça va s'appliquer vraiment uniquement aux périphériques Windows et Mac. On aura Linux prochainement, mais tout ce qui est l'exploitation du client Pulse pour pouvoir faire de l'intégrité, donc de vérifier l'intégrité, on va uniquement pour l'instant l'appliquer sur les populations Windows et Mac. Avec une différence entre Mac et Windows que j'expliquerai par la suite. Donc la vérification de l'intégrité va être, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit forcée au début, et donc dans ce cas-là, on va peut-être pas autoriser la connexion au LAN, soit également faire ça de façon continuelle et puis de faire varier l'autorisation. Donc par exemple, sur le premier point, pardon, j'ai oublié, soit on refuse en fonction de l'intégrité, soit on est dans un VLAN de quarantaine. Par contre, si on est en compliance, on va être dans un VLAN, on va dire full access, utilisateur. Et on va pouvoir faire varier ce VLAN, mais également la politique de L3 en fonction de la conformité. Le point important par rapport au clientless,
ou au client natif 801X, c'est le fait de pouvoir prendre des actions de rémédiation. Donc, par exemple, si l'antivirus n'est pas à jour, si le firewall n'est pas activé, on va pouvoir essayer d'activer l'antivirus, le firewall, de lancer la mise à jour pour éventuellement devenir conforme et de passer du VLAN de quarantaine au VLAN full access de façon automatique. Donc, bien entendu, on peut restreindre l'accès au endpoint, parce que c'est ce que je vous l'ai dit par rapport à l'intégrité du poste, et puis si le poste est compliant, revenir à un état normal. Par rapport donc à la différence de contrôle on va dire des vérifications au niveau Windows et Mac, donc il y a quelques différences. On sait faire beaucoup plus de choses au niveau Windows. Antivirus, anti-spyware, firewall, encryption du disque dur, vérification de l'OS, vérification du patch management. Alors, patch management, c'est les mises à jour antivirus. Excusez-moi, mise à jour Windows, avec la possibilité de s'intégrer avec du SSTM. Dans la prochaine version, on aura également la vérification de CVE spécifiques qui sont en relation avec l'attaque, les attaques WannaCry ransomware. On est capable d'aller vérifier que les patchs correctifs ont été installés, et donc ce qui permet de refuser l'accès si c'est pas le cas, par exemple. Et de se protéger et de protéger ses données si le poste est infecté. On va pouvoir également vérifier s'il y a des ports ouverts, des fichiers présents, des process qui tournent, les clés dans la base de registre, le nom SBIOS, l'adresse MAC, le certificat machine, et puis le SOH de Windows, donc ce qui permet de renvoyer un état des services firewall, antivirus, etc. Par contre, au niveau Mac, on a un peu moins de vérification, même si ça a tendance à augmenter. Donc, on a l'antivirus, l'anti-spyware, le firewall, l'encryption du disque dur, le patch management, ça c'est nouveau dans la prochaine version, et également la vérification de l'OS, ça c'est nouveau. Et puis le port fichier process. Donc toutes ces informations de conformité vont vous permettre d'élaborer une politique de sécurité et de contrôle de conformité au niveau de votre poste, afin de s'en servir pour interdire ou alors limiter, restreindre l'accès au niveau 2, au niveau 3. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est capable de gérer de gérer les invités, les visiteurs. On n'est pas un portail captif, donc on n'intercepte pas les requêtes. Nous, on se sert de l'infrastructure filaire ou Wi-Fi en général capable d'intercepter la requête et de la rediriger vers le portail captif. Après, on fournit une interface de management de gestion des comptes invités. On est capable de faire de l'auto-création de compte, donc réception par SMS ou email. Donc, si l'utilisateur crée par lui-même son compte. On peut faire du sponsoring, c'est-à-dire que si le visiteur a créé son compte, on va pouvoir comme le device sponsoring, envoyer un mail à l'administrateur ou à une personne dédiée à ça, une équipe qui permet d'approuver le visiteur suite à la création de son compte. Donc en fait, ça permet de s'affranchir de la création du compte, mais par contre d'avoir une maîtrise de la gestion du contrôle d'accès du visiteur. En général, on est compatible avec l'ensemble des solutions du marché au niveau filaire et Wi-Fi. Si on rentre dans le détail du contrôle d'accès, comme j'ai dit tout à l'heure, nous, le contrôle d'accès est contextuel. On va se servir de toutes les informations qu'on a récupérées des annuaires externes, du MDM, du profiler, du contrôle d'intégrité. Et également, on va se servir de la localisation de l'équipement. Et donc qui détermine la localisation de l'utilisateur au sein de l'entreprise pour appliquer une politique de filtrage et également affecter un contrôle d'accès niveau 2 pour affecter un VLAN.
Une politique centralisée et unifiée pour gérer tout l'ensemble des connexions Wi-Fi et wireless. En termes de contrôle d'accès niveau 2, donc on préconise d'utiliser le 802.x, qui est le standard en matière de contrôle d'accès. On est capable de faire du contrôle d'accès via le SNMP, donc c'est-à-dire qu'on reçoit un link up ou un link down, et on va aller écrire en SNMP le VLAN affecté à l'utilisateur. C'est pas ce qu'on préconise parce que en termes de sécurité, c'est pas appel aux best practices, donc notamment l'écriture en SNMP sur des contrôleurs Wi-Fi ou des switches, ou alors pour certains également prendre la main à SSH pour aller changer la configuration, soit L3, soit L2 au niveau des firewalls et des switches et des contrôleurs Wi-Fi. L3 Enforcement, on utilise les REST API pour pouvoir gérer le contrôle d'accès au niveau firewall, donc donner l'identité de l'utilisateur et utiliser les fonctionnalités d'identity awareness, et d'appliquer une politique de filtrage dynamiquement. J'en ai pas parlé tout à l'heure, au niveau Juniper qui est historique, on est capable de provisionner les politiques, c'est-à-dire qu'on est capable de les déterminer sur la solution de NAC et de les envoyer soit au firewall SRX, soit au switch, au commutateur EX. En général, ce qu'on fait, c'est comme pour les firewalls, on préfère gérer les politiques de filtrage au même endroit, donc au niveau du firewall, et par contre, on les active grâce à la fonctionnalité Identity Awareness. La gestion du contrôle d'accès dynamique, ça soit au niveau L2, donc on va utiliser des mécanismes Radius de COA, de Change Authorization, ce qui permet en fait de ne pas redémarrer le processus d'authentification et de renvoyer uniquement les attributs d'autorisation au switch ou au contrôleur Wi-Fi, quoique, alors au contrôleur Wi-Fi c'est un peu plus compliqué, je reviendrai dessus tout à l'heure. Et enfin, l'admission control, qui est, on va dire, le fait d'utiliser et de recevoir des événements de sécurité de la part de solutions de sécurité et qui nous permet de prendre une action immédiate pour changer le rôle dynamiquement et donc changer le contrôle d'accès niveau 2, la politique de filtrage ou alors interdire l'accès. Au niveau de l'écosystème, donc comme je disais tout à l'heure, on n'est pas fermé, on est bien conscient qu'il faut rester ouvert pour s'intégrer avec les solutions de nos clients. Et donc au niveau firewall, on va s'intégrer avec du Juniper, du Palo Alto, du Fortinet et du Checkpoint. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais au niveau contrôle d'accès niveau 3, on va être capable de faire sous deux formes. Soit on utilise les REST API, soit on utilise de l'alert base. Alert base, c'est le fait d'utiliser, de renvoyer des informations donc en syslog, et donc le firewall va les parser, par exemple le FortiManager, pardon, va les parser, et puis FortiAnalyzer, pardon, va les parser et donc va pouvoir après appliquer des politiques de filtrage dynamique. Bon, on préfère utiliser les REST API. Au niveau contrôleur Wi-Fi, switch, on est plutôt standard. Donc là, j'ai mis certaines marques, mais on est capable, si le contrôleur Wi-Fi, le switch, c'est faire du 802.x. En général, c'est du Radius standard, donc pas de problème de ce côté-là. Au niveau sécurité, donc admission control, pour l'instant, on s'est récupéré des événements de sécurité donc via syslog. Et donc, nous, on les parse et on va pouvoir après détecter des comportements anormaux en parsant ces logs-là, qui proviennent des IDS du firewall. Donc, nous, pour l'instant, on supporte Palo Alto et Fortinet. Et on va pouvoir récupérer des événements de sécurité qui proviennent d'outils de SIEM, comme ArcSight, QRadar, Splunk, de solutions anti-APT, comme FireEye. Au niveau visibilité, on est compatible avec d'autres solutions de profiling, mais également on va s'intégrer avec des passerelles de gestion d'IoT, Adlink, Cisco, également Dell. Par rapport à la gestion des endpoints, donc, on se base toujours sur OPSWAT pour le contrôle d'intégrité. On supporte pratiquement l'ensemble des solutions d'identification forte qui sont en général c'est basé sur du Radius du marché. MDM, Mobile Iron AirWatch
Microsoft Intune et puis Pulse Workspace. Et puis je crois que j'ai fait le tour par rapport à donc le but vraiment on a fait un gros partenariat avec pour la solution NAC avec Fortinet cette année et on continue à monter des partenariats avec d'autres solutions de sécurité pour pouvoir j'allais dire better together donc pour pouvoir être meilleurs ensemble et améliorer les fonctionnalités de notre solution NAC. Et renforcer également on va dire la connaissance sur les devices connectés sur le réseau. En termes de déploiement, alors pour tout ce qui est périphérique où on a besoin d'un client Pulse pour vérifier l'intégrité, donc on va dire Mac et Windows, mais particulièrement Windows, dans 80% des cas, c'est le besoin exprimé, c'est du Windows. On va pouvoir déployer ça via CCM, sachant que le client, c'est le même que le VPN SSL ou le NAC. Donc, le fichier de préconfig qui est utilisé pour la configuration, pour préprovisionner la configuration du client, on va utiliser SCCM ou des GPO. Éventuellement, on peut le faire via les passerelles, mais c'est quand même mieux via un outil on contrôle mieux le déploiement via un outil de gestion de déploiement logiciel. Il y a d'autres solutions qui permettent également de faire ça. En termes d'architecture, on va pouvoir faire du centralisé ou du décentralisé. Après, je vais vous dire, c'est plutôt la localisation des ressources et également la disponibilité et donc on va dire la ligne entre les filiales et le headquarter qui va déterminer si on va faire du décentralisé ou du centralisé. Si les ressources sont locales à chaque filiale, le serveur d'authentification est local, on va privilégier du décentralisé. Par contre, si l'ensemble des ressources et le serveur d'authentification est en centrale, bien entendu, on va pouvoir placer des équipements dans le data center central, en centralisé, et on va forwarder les demandes d'authentification qui proviennent des commutateurs et du contrôleur Wi-Fi à la solution de NAC en centrale. En centralisé, il y a une petite subtilité, c'est qu'on est capable de faire du profiler distribué. Donc on va forwarder en fait les informations de profiling, souvent plus facile que de profiler en centrale. Et donc on va récupérer ces informations au niveau du profiler qui est centralisé pour pouvoir faire pour pouvoir alimenter de façon centralisée la base de connaissances du profiler. Donc, je vous ai mis différents use cases, 3 use cases. Donc, le premier, c'est Mac et Windows. On va éventuellement pouvoir considérer Linux. Donc là, c'est dans le cas où on va utiliser un Pulse Secure Desktop Client qui va gérer la partie 802.1x. Alors, quand je dis il va gérer la partie 802.1x, sur du Microsoft, on va piloter le supplicant Windows. Donc, si vous installez le client 802.1x, que ce soit à travers le VPN SSL ou uniquement pour le NAC ou les deux, vous allez avoir un nouveau protocole qui s'appelle Pulse Secure EAP-TTLS. Pourquoi ce protocole? Donc, ce sera plus facile en vous expliquant via le scénario de connexion. Donc, on va se connecter en filaire ou en Wi-Fi. Donc là, c'est le mécanisme standard 802.1x. On va relayer cette demande en radius du contrôleur Wi-Fi ou du commutateur vers la solution de NAC. Là, on va établir un tunnel TLS. Alors, ici, ça va être du style EAP-TTLS. Donc, ça veut dire qu'on encapsule tout dans un tunnel TLS. Et ça va nous permettre de véhiculer des informations d'authentification et de compliance. Authentification, n'importe quel type. C'est l'avantage de l'utilité TLS. On peut véhiculer n'importe quel type d'authentification à l'intérieur. Et également, le fait que ce soit un mécanisme EAP-TTLS, je ne vais pas dire propriétaire, mais plus sécure, va permettre de véhiculer des informations de compliance à travers un autre mécanisme qui est un protocole interne qui s'appelle le EAP-JUS. Donc, ça va nous permettre de véhiculer ces informations. On va pouvoir récupérer des informations classiques, donc soit avec le profiler,
pour vérifier par exemple le périphérique a été approuvé en interne. Des informations avec des attributs qui proviennent d'annuaires internes ou alors IDAS. Et on va assigner un rôle. Et ce rôle-là va nous permettre de renvoyer un attribut, en général un attribut de VLAN. Alors, soit on va refuser l'accès, pardon, soit on va renvoyer un attribut de VLAN. Donc, si par exemple le poste n'est pas compliant et qu'on souhaite interdire l'accès, on interdit l'accès, soit on va le mettre dans un VLAN, le VLAN utilisateur par exemple, avec du full access, la possibilité de faire du contrôle niveau 3, donc de donner l'identité de l'utilisateur au firewall pour appliquer une politique de filtrage dynamiquement. Si le poste devient non compliance, on va utiliser le change authorization, on va renvoyer les attributs radius donc de VLAN et on va changer l'utilisateur de VLAN et on va le mettre dans un VLAN de quarantaine par exemple. Et dans ce cas-là, on va peut-être refuser l'accès, toujours à travers, pourquoi pas, une politique de filtrage dynamique grâce à l'identity awareness, donc refuser l'accès avec le monde extérieur et restreindre les accès en interne. Et en parallèle, utiliser les mécanismes d'admission control pour détecter des changements de comportement anormaux en temps réel pour faire varier les droits ou refuser l'accès. Ah, pardon, j'ai oublié quelque chose sur cette partie-là. Donc le checker va nous permettre de vérifier l'intégrité, de refuser ou de restreindre l'accès, de prendre des actions de rémédiation, ça c'est important par rapport à l'utilisation du client Pulse. Le profiler va nous donner une visibilité sur les périphériques remote on-site et également pouvoir gérer de façon dynamique ou manuelle les accès. Dans ce cas-là, c'est plutôt manuel puisqu'on va pouvoir désactiver à travers le profiler l'accès, donc de désapprouver l'accès. Pour tout ce qui est Mac et Linux, c'est un peu différent puisqu'on n'est pas capable pour l'instant de piloter le supplicant de 802.x. Donc on va utiliser le client natif pour faire du L2 ou alors du Mac Authentication, d'authentification par MAC adresse. Et après, on va faire une session via le client automatique pour vérifier l'intégrité du poste et faire changer le VLAN. Donc en fait, au début, on est dans un VLAN très restreint qui nous permet de communiquer avec le NAC. Et après, on va monter une session niveau 3 avec le NAC, donc qui va nous permettre de contrôler l'intégrité du poste, Mac OS X et puis bientôt Linux pour pouvoir changer de VLAN et appliquer une politique de filtrage différente au niveau L3 également. Alors, pardon. Pour tout ce qui est client natif 802.x, donc dans certains cas, et notamment pour les périphériques mobiles, ou alors parce que le client ne veut pas déployer un client Pulse, on va être capable d'utiliser le supplicant natif. Par contre, on supporte bien entendu tous les mécanismes d'authentification. Par contre, on va s'affranchir, on ne pourra pas faire du contrôle d'intégrité. Donc là, l'avantage d'utiliser le profiler ou le MDM pour les périphériques mobiles pour avoir des critères d'autorisation supplémentaires et avoir plus de granularité au niveau des accès réseau. Donc du même principe, on utilise le même mécanisme 802.x radius, on monte un tunnel. Là, on va pouvoir faire du EAPP-EAP. Donc ça c'est un MSHAP V2. Donc on a un tunnel TLS, on fait passer le login mot de passe en MSHAP V2. EAP-TLS pour faire du certificat, EAP-TLS pour faire passer ce qu'on veut à l'intérieur. Et n'importe quelle méthode de EAP, on supporte pratiquement tout. Dans ce cas-là, par contre, on va avoir uniquement la partie authentification et pas contrôle. Pardon, excusez-moi. Et pas contrôle d'intégrité. On va récupérer les attributs du MDM, également du profiler, pour avoir plus d'informations. Et on va pouvoir faire de la même façon, renvoyer soit ne pas autoriser l'accès, soit mettre dans un VLAN full access, soit mettre dans un VLAN de quarantaine, et également utiliser la partie admission control pour faire varier les droits en temps réel en fonction d'événements de sécurité externe. Et enfin, le use case clientless, où là, on n'a pas de client, et donc on va utiliser un fallback
Radius. Donc en fait, pour le switch, vous allez d'abord avoir le 802.1x, et comme on va voir que le client ne répond pas, il n'est pas capable de faire du 802.1x, on va basculer sur de l'authentification MAC. J'ai mis Except Wireless, pourquoi? Parce que j'ai appris récemment qu'on n'est pas capable de faire du fallback 802.1x MAC Authentication. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, j'ai vérifié sur ces certains constructeurs Wi-Fi et ils sont pas capables de le faire. Donc dans ce cas-là, il y a un SSID particulier pour la gestion des IoT, par exemple, et qui va nous permettre, des objets connectés ou des objets clientless, on va dire, qui va nous permettre de faire directement du MAC Authentication. Donc, si on regarde le mécanisme le scénario de connexion, donc à la différence que là, on n'a pas de 802.1x avec le switch, c'est le switch qui va apprendre l'adresse MAC et qui va la forwarder à la solution de NAC. Là aussi, on va pouvoir récupérer, et c'est intéressant, des informations de MDM, donc ça peut être très bien avec les périphériques mobiles, on peut faire ça. Également, la partie profiler qui va nous permettre, là c'est intéressant, d'avoir la classification de l'objet du périphérique qui va se connecter, ou l'objet connecté, qui va nous permettre de lui assigner un VLAN spécifique. Donc, par exemple, là j'ai pris Printer VLAN, donc, qui va permettre d'avoir un accès spécifique pour des ressources liées à l'impression. Ça peut être la même chose pour une caméra, etc. On est capable de faire du L30 Force Mode également à ce niveau-là, de changer, de mettre dans un VLAN de quarantaine si le périphérique n'est pas dans une classification qu'on connaît. Ou alors, ça aussi c'est important de le préciser, si on n'a pas de... bien entendu, au niveau du profiler, quand on l'installe, au début, on a profilé certains des équipements, mais une fois qu'il est en place et la solution NAC est en place, pour profiler des équipements, il faut d'abord les mettre dans un VLAN de quarantaine pour avoir une connexion niveau 3, pour pouvoir récupérer des informations plus pertinentes au niveau du profiler. Donc, je parle du WMI et également du SSH, du Nmap, puisque ces mécanismes-là ne seront pas capables de le faire au niveau 2. Par contre, pour tout ce qui est DHCP, fingerprinting et SNMP, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin d'avoir un VLAN de 40. Et puis l'admission de contrôle. Concernant la roadmap, donc le TACAX arrive dans la prochaine version, donc qui supportera les périphériques. Donc ça nous permettra également de centraliser la gestion des accès aux périphériques réseau. On a la REST API qui va nous permettre, qui était présente sur le VPN-SSL, mais qui arrive sur la solution de Mac, qui va nous permettre d'automatiser certaines tâches, donc par exemple pour faire du SDN. Le support de MacTech. Et également, donc ce que je dis tout à l'heure pour la mission control, on va supporter le checkpoint, le firewall, le QRadar, le Splunk, également notre solution NOAS. On pourra récupérer des informations. Les passerelles de gestion d'IoT, Cisco, Dell, Adlink. Au niveau du profiler, donc je l'ai dit tout à l'heure, dans la prochaine version, on aura le profiler distribué. On va pouvoir avoir une intégration avec l'AD, puisqu'on est capable de récupérer via WMI l'utilisateur qui est connecté. On pourra également aller vérifier si il correspond à un utilisateur existant dans l'AD. Donc là, on va pouvoir également apporter une brique de vérification, je ne vais pas dire d'authentification, mais en tout cas de vérification de l'utilisateur qui est connecté sur le poste en clientless. Le fingerprinting, donc sur du Mac, comme je l'ai dit, en SSH dans la prochaine version, sur du Linux, donc qui sera un peu plus tard dans l'année. On va également pouvoir analyser le trafic et savoir les applications qui sont utilisées au niveau du profiler, qui va nous permettre d'avoir forcément des informations supplémentaires au niveau du reporting. Donc, pour l'instant, il a été décidé +1, peut-être que ça sera également porté sur la passerelle, pour pouvoir savoir quelle est la bande passante utilisée par application, quelles sont les applications qui sont utilisées par l'utilisateur, en contrôle d'accès, mais également au niveau du VPN, VPN-SSL. En termes on change pas en termes de plateforme et de licensing, hein. On a toujours les mêmes plateformes, sauf donc on a
Ils vont pouvoir jouer la personnalité soit VPNSSL, soit NAC. C'est bien l'un ou l'autre et pas les deux. Donc, avec un nombre d'utilisateurs en fonction de la solution, donc physique ou virtuelle. Donc, PSA 3000, 3000V avec 500 utilisateurs. Enfin, 500, on va dire, session 801X, parce qu'on compte pas on compte pas l'authentification par MAC adresse. Donc, c'est vraiment des sessions 801X. PSA 5000 et 5000V 10 000 utilisateurs et PSA 7000, 7000V 25 000 utilisateurs. Excusez-moi, je me suis trompé sur la part. Non, 50 000 utilisateurs, c'est ça. Donc physique ou virtuel, KVM, Hyper-V ou VMware. Donc avec le même type de licensing, perpétuel ou souscription sur du physique ou uniquement souscription sur du virtuel. Avec la possibilité, bien entendu, de faire du cluster. Alors sur des solutions NAC, on va privilégier les clusters actifs-actifs, puisqu'on va être capable, alors on n'est pas obligé d'avoir un load balancer, on va pouvoir utiliser le failover primary-secondary, déjà pour répartir la charge en inversant donc qui est primaire et secondaire, mais ça nous permettra de toute façon de faire de la haute disponibilité. Sinon, on peut utiliser également une VIP, faire d'actifs passifs. On a toujours la solution in case of emergency au cas où. Alors là, c'est plus compliqué, c'est dit un peu différent puisque sur le VPN SSL, c'est quand on a des problèmes de climat ou alors de problématiques de télétravail. Donc là, on va activer manuellement et pour un temps donné la fonctionnalité. Donc là, c'est peut-être plus s'il y a vraiment tout le monde qui est sur site et qu'on n'avait pas prévu, d'activer également cette licence pour pouvoir augmenter le nombre et donc libérer les capacités maximum du boîtier. On peut toujours utiliser également du serveur de licence. À noter que les licences VPN SSL, c'est du ConSec et les licences Policy Secure, c'est du PolSec. Donc, ils sont bien différents, mais ils peuvent être délivrés par le serveur de licence également. On a bien entendu des suites de licences qui permettent de désactiver, d'activer et proposer un ensemble de fonctionnalités. Donc, on a Essential qui est uniquement du VPN SSL avec visibilité sur du +1. Et après, on va avoir l'Advanced et l'Enterprise. Donc, l'Advanced au niveau NAC va plutôt délivrer uniquement les capacités de profiling. Et après, Enterprise, on aura le profiling et la solution de NAC. Donc, on a des bundles si le client souhaite acheter l'ensemble de la gamme de solutions plus Policy Secure et plus Connect Secure, avec également du +1 et du plus Workspace pour pouvoir gérer le MDM et puis avoir une vision globale et du reporting global sur l'ensemble des solutions VPN SSL et NAC, mais également la synchronisation des configurations. Et enfin, il me reste deux minutes, je voulais juste revenir sur ce que j'avais présenté la dernière fois, qui était la fédération des équipements VPN SSL et NAC. Donc, on peut fédérer les équipements. Donc, quand on initie une connexion depuis l'extérieur avec la solution VPN SSL, on va récupérer des informations d'autorisation, on va authentifier l'utilisateur, on peut vérifier l'intégrité du poste, etc. On va monter un tunnel VPN. Alors oui, lors de la connexion, on va partager cette session avec le NAC. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le NAC sait qu'il y a une session sur le VPN SSL à travers un standard qui est le IFMAP Federation. J'ai oublié de dire, bien entendu, via les informations de profiler, on est capable d'utiliser la notion tous les attributs du profiler pour s'en servir également à la connexion via le VPN SSL. On échange la session et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? En général, le point de terminaison, on est dans une DMZ et donc on est filtré par un firewall. On va pouvoir appliquer une politique de filtrage au niveau L3 en fournissant les informations d'identité et également utiliser la mission control pour si le poste distant a un comportement malveillant sur le réseau. Et enfin, la fédération, de la même façon, donc j'ai un poste qui est connecté sur ma solution de NAC en interne, il va accéder à une application cloud, donc service provider. Nous, on joue le rôle d'identity provider.
Mais comme on a déjà une session avec la solution de NAC, on va fournir directement une assertion de sécurité, donc sans avoir besoin de se réauthentifier puisqu'on avait déjà une session en interne. Et on accède aux informations à l'application cloud. Donc voilà, je suis pile poil dans les temps. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que ça a été utile. Vous pouvez revenir vers moi si vous avez des questions supplémentaires. Il y avait une question en cas de contrôle continu. Le tunnel EAP TLR reste en permanence monté. Alors, il y a toujours une session 801X, mais on a une session niveau 3 une fois qu'on est connecté. Pour pouvoir échanger les informations sur le contrôle d'intégrité. Et je vous rappelle que le prochain webinar, donc ça sera pour l'instant c'est cette date-là, ce sera autour de nos solutions de load balancing et de WAF. Et donc comment en fait s'intègre cette solution-là et donc pourquoi on a choisi de racheter cette solution-là. Pour renforcer notre stratégie d'accès sécurisé. Bonne journée à tous. Pour la personne qui m'a posé la question, si elle pouvait m'envoyer un mail, comme ça je lui réponds. Là, ça va être fini. Comme ça, je pourrais lui répondre plus précisément. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir.